La Bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien s'invite à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps, décliné dans tous ses états. Bertrand Cantin propose une séance consacrée à la philosophie face au handicap. Eh bien, d'emblée, je dirais que la philosophie a peu parlé du handicap. À part Michel Foucault au XXe siècle, qui lui parle du handicap psychique et mental dans l'histoire de la folie à l'âge classique, il y a peu de choses à se mettre sous la dent en lien avec le handicap dans les œuvres des grands philosophes de l'histoire. On dira que la philosophie institutionnelle, durant ces dernières décennies, a davantage ouvert son champ à des objets qui antérieurement pouvaient être considérés comme non respectables. Et vous avez les courants anglo-saxons des disability studies. Disability, c'est le terme employé pour handicap en anglais. Disability studies, donc l'étude du champ du handicap. On connaît peut-être un petit peu plus le mouvement du care, le soin en direction des humains, le care, C-A-R-E, en anglais, toujours pour les anglo-saxons. Et donc ce sont des champs qui ont progressivement pénétré nos institutions universitaires. Mais en France, il reste malgré tout une résistance psychologique assez forte, à la fois dans le public qui pourrait être dit non concerné, et je mets des guillemets à cela, que chez la majorité des chercheurs. Le handicap reste inconsciemment un objet à éviter, un objet marginal, trop empirique, trop déprimant. Et comme je l'ai dit dans mon dernier livre intitulé « Les invalidés », le handicap reste un objet universitairement invalidant. Mais avant de poursuivre, commençons à nous entendre avec le terme de handicap. Alors ce mot nous semble tellement courant en français qu'on oublie qu'il est d'une apparition relativement récente. Alors bien sûr, l'étymologie nous ramène à une date éloignée, on parle du XVIe siècle et on part d'un jeu en Angleterre qui s'appelait Hand in Cap, la main dans le chapeau. Il s'agissait d'un jeu où les participants faisaient des paris sur le prix d'un objet qui était caché sous un chapeau. Alors, quel rapport avec le handicap ? Ici, on peut repérer qu'à l'origine, il y a l'idée de hasard, un objet caché sous un chapeau. On va donner un prix, mais on est un petit peu dans le hasard. Et puis l'idée d'un écart entre l'imagination et le réel qui donnerait du sel à cette participation au jeu. Donner du sel à une pratique en préservant le suspense, c'est ce qui va amener l'idée de compensation dans les dans les courses de chevaux. Et là, on est un petit peu plus tard, au 19e siècle, dans le domaine des courses de chevaux, où on assure l'égalité des chances de gagner en ajoutant des charges aux meilleurs chevaux. Donc le principe en jeu ici, c'est bien celui d'une compensation, un principe de compensation qui est mis en avant, mais une compensation à rebours. C'est vraiment les meilleurs qui vont recevoir des poids supplémentaires pour que la course de chevaux reste intéressante pour les parieurs en tout cas. Et puis par rapport aux êtres humains, le terme de handicap n'apparaît que très tard parce que c'est en 1917 qu'il se trouve dans le dictionnaire de l'Académie française. Première occurrence, 1917. Il va donc avaliser cet emploi. L'Académie française va avaliser cet emploi pour des êtres humains et remplacer les termes d'infirmité et d'invalidité dont les connotations commençaient à être un peu négatives. Donc on s'était dit, on fabrique un néologisme, un nouveau mot qui sera vierge de toute représentation négative. Et puis on aura cette idée de compensation. Alors, le fait que ce soit en 1917 que le terme soit ainsi mis en avant n'est peut-être pas anodin. On sait que la guerre 14-18 a modifié largement l'image du handicap dans la mesure
où au XIXe siècle, on a pu assez longtemps jouer le jeu d'un handicap qui serait d'une responsabilité des parents, parents alcooliques, parents qui auraient des comportements déviants et qui, du coup, produiraient une progéniture de mauvaise qualité. On avait au XIXe siècle cette théorie de la dégénérescence de l'espèce, la crainte face à la dégénérescence de l'espèce. Des gens comme Gobineau, par exemple, qui produisaient des ouvrages sur ce genre de choses, ouvrages qui ont été lus par les nazis, pas que, mais un certain nombre de liens qui vont amener jusqu'au nazisme. Partent de cela. Donc il y avait l'idée d'une culpabilisation des parents, alors que la guerre 14-18 va amener une flopée de gens cassés, de gueules cassées, comme on dit, qui étaient dits valides avant la guerre, qui ont donné leur corps à la nation et qui reviennent handicapés. Et de ce fait, la nation se dit qu'elle a une responsabilité. On ne peut plus renvoyer le handicap à une responsabilité simplement personnelle et liée aux parents, encore une fois. C'est la société qui a envoyé ces hommes valides au front, et c'est donc la société qui se doit de compenser le handicap nouveau qui est là. Handicap va dès lors bien signifier l'idée de remédiation. Alors en parlant de remédiation, nous pourrions conceptuellement aller encore plus loin. On pourrait parler de handicap social pour celui qui n'est pas né dans les bons milieux, mais c'est au handicap physique, mental et psychique que nous nous intéresserons aujourd'hui, et nous n'étendrons pas le propos aux écarts par rapport à la norme sociale qui n'auraient rien à voir avec une atteinte des moyens physiques ou psychiques de l'individu. Mais malgré tout, évoquer sous un même vocable les termes de handicap physique, mental et psychique ne va pas de soi. Nous rassemblons en effet au XXIe siècle, sous ce mot unifiant de handicap, des situations qui, dans les siècles précédents, auraient semblé sans lien. Par exemple, quel est le rapport entre un fou et un estropié ? Donc le fait de fabriquer un mot comme le handicap qui ferait un lien entre les deux ne tombe pas dans l'ordre de l'évidence. Par ailleurs, la signification que l'on peut donner à une personne handicapée en cette première partie du XXIe siècle n'est pas comparable à celle que l'on donnait à, par exemple, un grabataire ou un aliéné au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un grec du 5e siècle qui a perdu ses deux jambes au combat, qui végète donc et qui peut éventuellement avoir une petite subsistance donnée par ses proches, et puis un Français du XXIe siècle qui pourrait aussi avoir perdu ses deux jambes, mais qui, correctement appareillé, usant d'un fauteuil électrique mobile, on a des exemples de ce genre, diriger une entreprise en multipliant les liens au monde via le numérique, via Internet. Et on voit bien que le fait organique de ne pas avoir deux jambes change totalement selon le contexte culturel et social qui va soit donner des effets invalidants, soit permettre une compensation effective. Bien, mais je reviens à mon propos liminaire, qui était de dire qu'il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sous la dent en lien avec le handicap dans les œuvres des grands auteurs de l'histoire de la philosophie, mais il y a néanmoins des attitudes d'époque que l'on va essayer de décrypter. Donc, dans une première partie, je vais évoquer le fait que les philosophes, pendant une longue période de temps, peuvent être dits avoir eu peur pour l'espèce devant l'étrangeté du handicap. Des philosophes qui ont eu peur pour l'espèce devant l'étrangeté du handicap. Les Grecs de l'Antiquité avaient un amour particulier pour le beau, pour les formes. Ils ne vivaient pas dans une société prête à recevoir la personne en situation de handicap physique.
parce que c'était une société qui faisait avant tout la promotion de l'harmonie physique. On le voit en particulier dans la statuaire grecque, qui nous présente essentiellement les canons de beauté de l'époque, des Apollons, des Héraclès, des Zeus au sommet de leur puissance, avec des corps sculpturaux bien bodybuildés. On pourrait les voir à Koh-Lanta. Et par exception, il peut y avoir quelques statues de silènes difformes, par exemple, mais ce sont vraiment des exceptions. Donc la statuaire grecque présente essentiellement des corps harmonieux. Eh bien, les philosophes grecs ne sont pas extérieurs à leur société. Aucun philosophe n'est fils de lui-même. Hegel disait de Socrate qu'il n'avait pas poussé comme un champignon et qu'il était en stricte continuité avec son temps. Ainsi, donc, les philosophes appartiennent à une époque, une manière de sentir, de valoriser certains comportements et d'en dévaloriser d'autres. Et les philosophes ont le plus souvent la conception du handicap qui est celle de leur époque. Or, la figure valorisée dans l'Antiquité, c'est celle de l'homme accompli intellectuellement comme corporellement. La pratique des gymnases comme spectateur, en tout cas, est commune à Socrate et à Platon. Et aucun de leurs textes ne dévalorise ces lieux et ces pratiques. Ça pourrait être le cas davantage de philosophes du XXe siècle qui préfèrent la blanquette de veau et un bon verre de vin et qui se moqueraient volontiers des gymnase clubs. Mais chez Socrate et Platon, on ne voit aucune moquerie en direction des gymnase clubs de l'époque. Ça donne ensuite dans le monde latin la fameuse formule mens sana in corpore sano, formule de Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Donc cette valorisation d'une harmonie du corps et de l'esprit. Et c'est dans ce cadre que Platon met dans la bouche de Socrate, dans un dialogue intitulé Le Criton, une question qui, pour nous, pourrait être d'une bien grande violence. Voilà ce que Socrate demande. La vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loques et en ruine ? Et cette violence de la formule du Criton doit être cependant tempérée par la compréhension de ce qui est en jeu ici. Son porte-parole, le porte-parole de Platon, Socrate, a envisagé le cas de celui qui n'écoute pas les conseils de son médecin ou de son coach sportif et qui du coup a une responsabilité dans le fait d'avoir endommagé son corps et d'avoir un corps maintenant en loques et en ruine. Donc on n'est pas dans le cas d'un corps contrefait de naissance ou par un accident lié au hasard. Et la responsabilité implique ici, pour Platon, plutôt une âme endommagée. Ce n'est pas simplement un corps endommagé, mais il y a d'abord une âme endommagée. Et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue pour celui qui se comporte injustement dans la vie et qui endommage son âme. Donc c'est une exigence morale qui en réalité est revendiquée ici par Socrate ou Platon via Socrate. L'important n'est pas de vivre, mais de vivre dans le bien, nous dit-il encore. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on vit lâchement, si on triche sans cesse avec soi-même. Mais on pourrait prolonger la question. Qu'en est-il maintenant de celui qui n'a pas choisi d'avoir un corps en loques et en ruine ? Alors on peut penser que le propos de Platon resterait viril et nous dirait que c'est l'aptitude à mener une vie digne qui permettra de juger si le corps en loques et en ruine est un accident acceptable ou s'il en vient à ruiner l'essence de notre être, auquel cas il vaudrait mieux quitter ce tombeau de l'âme qu'est le corps. La vie la plus digne est pour Platon la vie dans la pensée, mais les sociétés occidentales ont rendu progressivement possible l'accès à la vie intellectuelle à des hommes et des femmes à qui Platon n'aurait pas imaginé d'avenir. Des personnes tétraplégiques, des sourds-muets, pour lesquels aussi la période récente d'informatique, d'Internet, du numérique ont eu un apport considérable. Le contemporain pourra s'étonner qu'un philosophe comme Platon se focalise autant sur la beauté et l'harmonie physique, mais c'est là un indice nous permettant de sentir
l'adhérence d'un philosophe à l'univers culturel de son époque. Socrate, Platon, Aristote sont entourés de gymnases et de compatriotes qui s'y consacrent de longues heures. Le monde romain également sera sensible à cet idéal hédoniste du corps et multipliera les bains et les thermes. Et c'est le christianisme qui va progressivement faire disparaître les habitudes thermales de la carte de l'Europe, en considérant qu'il faut plus se focaliser sur son âme que sur son corps. Et le Moyen-Âge, l'homme du Moyen-Âge, ne sera plus obsédé par son harmonie physique, au même point en tout cas que l'étaient les Grecs et les Romains. Mais reprenons le fil de notre propos. Au niveau de l'Antiquité grecque, que vont nous dire ces philosophes lorsque naît un enfant handicapé qui ne pourra actualiser la forme attendue de l'espèce humaine? Eh bien, ils vont être en phase avec leur époque à nouveau. Dans l'Antiquité, l'enfant difforme à la naissance est un monstre. Alors non pas selon une étymologie erronée, et pourtant répétée à l'envi, parce que sa difformité en ferait quelqu'un que l'on va montrer, exhiber dans les foires. Alors on voit assez souvent cette erreur étymologique. Le monstre ne vient pas de monstrare, montrer en latin, mais du verbe latin moneo, qui se décline en monestrum. C'est ce qui fait la ressemblance avec monstre. Monestrum, et qui signifie en réalité faire souvenir, avertir. Moneo, c'est faire s'ouvrir, avertir, instruire. Donc le monstre, qu'est-ce que c'est ? C'est pas quelqu'un qu'on monstre dans les foires. Le monstre, c'est quelqu'un qui avertit, qui est un avertissement divin, un signe divin qui doit rester dans notre souvenir. C'est-à-dire qu'il y a eu un fait prodigieux. Un être possédant une main à 6 doigts est né. Les dieux nous avertissent donc de quelque chose. Mais dans un premier temps, il peut y avoir une inquiétude d'une réponse inadaptée qui ferait peser sur le groupe des risques de destruction considérables. Il vaut mieux, par prudence, rendre aux dieux leur créature plutôt que de procéder à ce qui serait considéré comme une euthanasie directe. Donc les Grecs vont développer la pratique dite de l'exposition. C'est-à-dire on ne tue pas les bébés difformes, mais on les expose dans la nature. On les expose, on les abandonne si vous voulez, mais on ne les tue pas. Ça peut sembler équivalent, sauf que dans un univers où on considère que le bébé appartient aux dieux, si les dieux veulent le reprendre, ils le reprennent. Ce n'est pas l'homme qui aura ainsi tué le bébé. Donc le bébé qui possède 6 doigts et une main doit être rendu dans la nature, donc cérémonie de l'amphidromia en grec ou de l'apothésis pour l'exposition d'enfants nés difformes, et donc on emmène en dehors de la ville, et donc en se demandant si une volonté divine particulière interviendra. Alors pour bien prendre conscience de la relativité des époques, dites-vous bien que Uderzo, le génial dessinateur d'Astérix, d'ailleurs il me semble qu'il y a une exposition à BNF, non, là-dessus ? Non, c'était pas la BNF, excusez-moi, une exposition sur Uderzo. Vous voyez, je vous attribue tout ce que je trouve intéressant. Donc Uderzo aurait été un tout bébé abandonné dans la nature, parce qu'il est né avec 6 doigts à chaque main. Il y a ce qu'on appelle d'un nom savant la polydactylie, 6 doigts à chaque main. Et donc si on avait suivi les pratiques des Grecs, il n'y aurait pas eu d'Astérix. Toute violente qu'elle puisse nous paraître, je l'ai dit, l'exposition n'est cependant pas pensée comme une exécution, un eugénisme socialement assumé, mais bien comme une remise aux dieux. Ce n'est pas l'homme qui donne la mort. Et puis par ailleurs, nous avons aussi affaire à une décision prise collectivement et socialement, et non pas de la part des parents seuls. Les enfants de Sparte étaient exposés sur décision d'un conseil de sages. Le droit romain primitif obligeait à ce que 5 voisins aient participé à la prise de décision avec le père de famille. Et ensuite, ce seront les aruspices qui aideront à la décision. La pratique
était tellement entré dans les mœurs que les grands philosophes n'y trouvaient rien à redire. Et dans son projet de république, la République de Platon, qui vise à penser une société juste, Platon réaffirme la méthode en disant que dans tous les cas où naîtrait un enfant mal formé, ils les cacheront comme il convient, dans un endroit secret et isolé. Alors j'ai commencé par dire que pour les Grecs, ça n'était pas de l'eugénisme, d'abandonner un enfant parce qu'on peut imaginer qu'un dieu vienne le récupérer. Dans le cas de Platon en tout cas dans la République, il n'y a pas ici le fait d'imaginer là, une possible intervention des dieux, donc on a effectivement un eugénisme assumé par Platon dans la République. Le stoïcisme, autre mouvement philosophique de l'Antiquité, serait en principe plutôt enclin à composer avec un handicap envoyé par le destin, puisque une des caractéristiques du stoïcisme, c'est d'accepter ce que le destin vous apporte, que ce soit pour soi-même ou pour ses proches. Mais les stoïciens qui ont évoqué la naissance d'un enfant handicapé s'avèrent pourtant ne pas se distinguer de ce qu'on a vu chez Platon, ou ce qu'on peut voir aussi chez Sénèque. Sénèque nous disant, donc on est au 1er siècle après Jésus-Christ, Sénèque nous disant, nous faisons disparaître les fœtus anormaux, les portées monstrueuses, nous noyons aussi les enfants nés chétifs et mal formés, mais ce n'est pas la colère, c'est la raison qui sépare le bon grain de ce qui peut lui nuire. Donc ça c'est Sénèque. Chez Marc Aurèle, il peut aussi nous surprendre. Au début des pensées de Marc Aurèle, il y a tout un liminaire où il remercie tous ceux qui lui ont apporté quelque chose dans la vie, tous ceux dont il se sent redevable. Et après avoir donné un certain nombre de noms de proches, il se met à remercier les dieux et il dit « Je remercie les dieux pour n'avoir pas eu d'enfants mal doués ou contrefaits ». Ce qui veut dire que l'empereur de Rome, avec tout son pouvoir et avec toute sa philosophie stoïcienne, se trouve partager finalement l'angoisse commune devant un enfant handicapé, angoisse suffisamment prégnante, même en ce 2e siècle après Jésus-Christ, Marc Aurèle c'est le 2e siècle après Jésus-Christ, et on voit bien que derrière le stoïcisme, il y a l'homme traversé de social qui apparaît soudain. Donc on noie les enfants handicapés de naissance dans le monde romain, on peut aussi les étrangler. On a une manifestation d'une problématique clairement eugéniste et qui a pour ressort cette peur pour l'espèce. Alors il va y avoir une progression, parce que dire les Grecs, les Romains, il y a des périodes différentes. Déjà, j'avais commencé à expliquer que chez les Romains, au début, il fallait 5 voisins pour prendre une décision. Donc il y a des variations et il y a une évolution. On va assister à la montée d'une relative tolérance sous l'Empire romain. Les médecins antiques vont bientôt aller jusqu'à opérer ce qui peut l'être chez les différents monstres qu'on leur amène. Et on en a la preuve au 5e siècle, chez Oribase, qui est le médecin de l'empereur Julien. Et Oribase, dans un texte des Collectio Medica, nous dit « Certains individus naissent avec 6 doigts, et les doigts surnuméraires poussent à côté du pouce ou dans des cas rares à côté du petit doigt. Leur point d'origine se trouve sur une phalange ou dans les chairs. Lors donc qu'ils tirent leur origine de la chair, on les enlève facilement. Quand les doigts surnuméraires prennent leur origine sur la phalange sous-jacente, il faut recourir à l'excision. On est aussi avec des doigts naturellement adhérents. Il faut rompre cette adhérence par une incision simple. » Donc ce seul texte nous montre qu'une évolution est perceptible dans l'Antiquité, en tout cas des différences de perception des phénomènes de l'anormalité. Et pour revenir au bébé Uderzo, le doigt surnuméraire à chaque main lui a été retiré chirurgicalement lors de son premier mois de vie. Mais Astérix aurait paradoxalement été aussi sauvé chez les Romains. Il faut attendre le IVe siècle pour que la loi fasse de l'infanticide un crime, même pour un enfant handicapé. Donc là, il y a une influence aussi du christianisme qui se fait avec l'Empire romain qui devient chrétien. Mais la peur pour l'espèce que nous avons décrite ne se cantonne pas à l'Antiquité.
la peur antique du monstre va être réactualisée avec la crainte moderne de la dégénérescence. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Et je procède donc maintenant à un saut de 1500 ans. Avant même le 19e siècle, on est avant la Révolution française, et on a ce terme qui apparaît, ce vocable de la dégénération. C'est ce terme qui était employé avant la Révolution française, la dégénération, la peur que notre espèce, que l'espèce humaine devienne de plus en plus, avec des corps qui soient moins performants. Et le contexte scientiste du siècle suivant va donner à cette peur une coloration biologique. Je citais Gobineau avec son essai sur l'inégalité des races humaines, entre 1855 et 1857, où le mélange des races amènerait la difformité des humains. Et là, encore une fois, on voit bien les sources dans lesquelles puiseront le nazisme. On a le psychiatre Bénédicte Augustin Morel, toujours du 19e siècle, qui publie son Traité des dégénérescences dans l'espèce humaine, 1857, donc vous voyez, c'est la même époque que Gobineau, et qui va imposer la catégorie de dégénéré comme catégorie psychiatrique générique. On est au siècle du darwinisme, avec une théorie qui se veut darwinienne. On peut arriver à une conclusion catastrophiste de même nature, que les protégés, les corps inaboutis seraient mauvais pour l'espèce, et c'est le cas, en tout cas la première préface de la traduction française de l'origine des espèces de Darwin, en 1862, préface de Clémence Royer, nous dit « On arrive ainsi à sacrifier ce qui est fort à ce qui est faible, les êtres bien doués d'esprit et de corps aux êtres vicieux et malingres. Que résultait-il de cette protection inintelligente accordée exclusivement aux faibles, aux infirmes, aux incurables ?» Donc vous voyez que la doctrine de la dégénérescence de l'espèce, la peur par rapport à cela, amène des textes qui ne sont conceptuellement pas très satisfaisants, parce que Darwin n'a jamais prôné une théorie de l'évolution des espèces qui soit à calquer par rapport à l'espèce humaine. L'origine des espèces de Darwin nous parle donc d'un mécanisme de l'évolution dans les espèces animales, mais il est clair que l'espèce humaine a une particularité, c'est qu'elle a développé des qualités d'altruisme qui font qu'elle peut s'occuper d'êtres qui sont plus chétifs, et ça n'est pas un inconvénient pour l'espèce. Donc la théorie darwinienne n'est utilisée dans ce qu'on appelle le darwinisme social, par exemple, que de manière malhonnête. On ne devrait pas appeler ça du darwinisme social aussi, parce que Darwin considère que l'espèce humaine est justement l'espèce qui refuse ce genre de logique. Bien, en tout cas, là j'ai cité Gobineau, j'ai cité Morel, j'ai cité la préfacière à l'origine des espèces de Darwin. Ce ne sont pas des philosophes, ces gens-là, mais on a vu que Platon, Sénèque, Marc Aurèle pouvaient partager des inquiétudes par rapport à la dégénérescence de l'espèce. Étudions maintenant donc ce qu'il pourrait y avoir dans cette angoisse archaïque face à celui qui ne correspond pas à la forme attendue de l'espèce humaine, celui qu'encore une fois on a appelé un monstre. Alors vous avez un article très intéressant de Canguilhem qui date de 62, qui s'appelle « La monstruosité et le monstrueux », où Canguilhem va analyser cette crainte archaïque du monstre, et il y aurait pour lui, dans la crainte de la naissance d'un monstre, quelque chose de plus inquiétant encore que dans la crainte de la mort. Parce que pour Canguilhem, la mort serait une menace permanente, la négation du vivant par le non-vivant. Le vivant serait condamné à céder un jour ou l'autre aux assauts d'un extérieur,
le froid, la maladie, la pandémie qui attaquent nos résistances corporelles. Mais avec la monstruosité, nous dit Canguilhem, c'est une menace accidentelle dans la formation même de la forme. C'est une négation du vivant par le non viable, une négation du vivant par le vivant lui-même, au sein même du vivant. Et dès lors, une confiance archaïque en l'ordre du monde de la vie est soudain balayée pour être remplacée par une inquiétude archaïque quant à la confiance que nous pouvons avoir en la vie. Je cite Canguilhem, « L'existence des monstres met en question la vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner l'ordre. Cette mise en question est immédiate, si longue qu'a été notre confiance antérieure, si solide qu'a été notre habitude de voir les églantines fleurir sur l'églantier, les têtards se changer en grenouilles, les juments allaiter les poulains, et d'une façon générale de voir le même engendrer le même. Il suffit d'une déception de cette confiance, d'un écart morphologique, d'une apparence d'équivocité spécifique, pour qu'une crainte radicale s'empare de nous. Cette crainte radicale, c'est donc cette perte de confiance en l'ordre de la vie, perte de confiance en l'ordre de la vie qui se double d'une crainte par rapport à la responsabilité que nous semblons soudain porter. Canguilhem nous dit à nouveau, nous sommes des vivants, effet réel des lois de la vie, cause éventuelle de vie à notre tour. Un échec de la vie nous concerne deux fois, car un échec aurait pu nous atteindre et un échec pourrait venir par nous. Derrière cette responsabilité individuelle, sur la suite des générations de l'espèce humaine, repérée par Canguilhem, Henri-Jacques Sticker croit déceler un ressort psychologique qui est à nouveau archaïque. L'infirmité m'atteint dans ce besoin très élémentaire et fruste peut-être de ne pas être banni, incompris, étrange et étranger à mes yeux d'abord, aux yeux des autres ensuite. Ne pas être banni. Se couler dans le moule pour ne pas être rejeté par les autres. Voilà un des ressorts qui travaille ce permanent effort qui est le nôtre pour consolider notre identité. Et voilà un des ressorts de cet effroi devant les écarts par rapport à la forme humaine intégrée jusque-là. Donc dans tout ce que nous avons décrit ici avec Platon, avec Sénèque, avec ces penseurs du XIXe siècle, de la dégénérescence, nous n'avons pas une attitude particulièrement originale par rapport à l'opinion de leur époque. Dans cette peur pour l'espèce, nous n'avons pas le sceau spécifique de la philosophie, nous y voyons à plein une logique d'exclusion. Il faut exclure, voire éliminer ce qui ne ressemble pas à la forme humaine physique habituelle. Ce qui est philosophiquement en jeu ici, c'est l'acceptation d'une définition de l'homme plus ouverte. Les exigences sociales de l'Antiquité et les limites des moyens de remédiation technique que l'on y trouvait poussaient les philosophes à ne pouvoir reconnaître un homme que là où le physique le rendait socialement possible. Un corps était handicapé et c'en était fini de la possibilité d'un homme. La philosophie était pensée dans l'Antiquité comme une sagesse de vie, comme une manière de faire de sa vie une œuvre d'art. On ne négligeait pas le soin pour magnifier le corps autant que l'esprit. Mais quelle définition y aurait-il lieu de donner de l'homme ? En réalité, la définition que l'on se donne de l'homme fixe le tempo de notre attitude face au handicap. Plus on a une définition restrictive, sera homme celui qui est intelligent, celui qui est doué de conscience, celui qui est doué de dynamisme, de mobilité. Donc plus on aura une définition restrictive, plus notre attitude sera méprisante ou oublieuse. Alexandre Jolien, avec ses gestes saccadés et aléatoires, avec un diagnostic que l'on dit infirmité motrice cérébrale, IMC pour les médecins, eh bien, avec ces gestes saccadés et aléatoires qui le rendent inapte dans le domaine de la motricité fine, motricité des doigts, évoquait un essai de définition de Paul Valéry, et qui pourtant se voulait œcuménique. Paul Valéry écrit que celui qui sait faire un nœud appartient à la race humaine.
Selon le critère de Valéry, je ne suis pas un homme, le roi des animaux peut-être, mais pas un homme. Jusqu'à présent, nous avons évoqué différents auteurs de l'histoire de la philosophie. Ce que nous proposons maintenant, ce sont différents concepts que nous avons mis au jour, qui relèvent de ce qu'on appelle des paralogismes. Le paralogisme, contrairement au sophisme, est une erreur logique, mais qui est commise sans intention de tromper. Un sophisme, c'est une erreur logique, mais qui est commise avec l'intention de tromper. Donc, les paralogismes sont ces erreurs logiques que nous commettons régulièrement, tout en étant de bonne foi. Et nous allons donc essayer de recenser un certain nombre de ces paralogismes. Donc, deuxième partie, un travail de philosophie pratique aujourd'hui, les concepts d'empathie égocentrée, de compensation inopportune. L'empathie égocentrée, donc c'est un terme que j'ai développé dans la philosophie face au handicap. Par rapport au handicap, beaucoup commettent l'erreur logique de se mettre à la place de la personne handicapée, mais en conservant les réflexes de la personne dite valide. Alors, c'est un effort louable, c'est une empathie, essayer de se mettre à la place de la personne, mais ça reste quand même un demi-effort parce que cette empathie est une empathie qui reste égocentrée, centrée sur soi-même, alors qu'une empathie plus authentique impliquerait d'écouter davantage ce que les personnes handicapées peuvent nous dire avant de nous imaginer à leur place. Du point de vue des sensations physiques, il est clair que si vous voyez dans la rue quelqu'un à qui il manque les deux bras, vous avez tendance empathiquement à vous mettre à sa place et à vous dire « Ah, ça serait horrible si on me coupait les deux bras ». Personne qui est en fauteuil roulant, vous mettez à sa place et vous dites « Ah, ça serait quand même pénible de devoir avancer en fauteuil roulant ». Donc, on se représente systématiquement le handicap comme quelque chose d'effrayant, parce qu'on le vit en direct en nous, comme quelque chose que l'on subirait en direct et qui serait caractérisé par le manque. Alors que la personne à qui il manque les deux bras peut très bien être une personne qui n'a pas de bras depuis la naissance, et donc elle-même n'a pas vécu son absence de bras comme un manque. Il n'y a pas un avant et un après. On ne se dit pas « Ah, c'était mieux avant quand j'avais des bras ». Quand on n'a jamais eu de bras, on ne se dit pas « C'était mieux avant ». Alors on peut regarder les autres enfants et se dire qu'ils font des choses qu'on n'arrive pas à faire, mais dans la mesure où on développe notre vie autour de nos possibilités, on n'en vient pas nécessairement à se vivre en permanence comme étant dans un manque. Dans l'empathie égocentrée, un des effets de ce paralogisme, c'est de glisser du « je ne supporterai pas d'être dans cet état » à « c'est insupportable que certains soient dans cet état ». On réactive ici des problématiques qui sont clairement repérables dans un certain nombre d'exemples. Je vais citer Robert Murphy, qui, dans Vivre à corps perdu, nous parle d'une anecdote qu'il a vécue dans les années 80, et il nous dit « Un jeune employé atteint d'une paralysie cérébrale légère et se déplaçant en fauteuil roulant est entré dans le bureau. Son visage était inondé de larmes. Après s'être calmé, il nous a raconté que dans le hall d'entrée, un fonctionnaire appartenant à un autre service avait dit à son passage, s'adressant à un collègue « Ah, j'aimerais mieux être mort ». Marcel Nuss, également personne infirme moteur cérébral, disait « J'ai entendu dans les rues de Lille une femme lancer à mon accompagnante « Ah, il faut le tuer !» avant de disparaître dans la foule. Et un vigile profondément choqué par ce qu'il voyait de mon état dire à une autre accompagnante « Ah, il faut le piquer, c'est pas une vie !» Donc vous voyez qu'on glisse rapidement du « je ne supporterai pas d'être dans cet état », empathie égocentrée, à « ce n'est pas acceptable que certains soient dans cet état ».
Et donc, pour contrebalancer cette empathie égocentrée, qui nous amène à des aveuglements, il peut être bon de nous mettre sous les oreilles le fait paradoxal que l'on puisse être handicapé et heureux à la fois. Alors, je vais donc développer un chapitre qui s'appelle « Être un handicapé heureux ». Alors ça ressemblera à une chanson de mauvaise qualité. Alors je reprendrai l'exemple de Marcel Nuss. Marcel Nuss, qui est un écrivain donc, atteint depuis l'enfance d'une grave amyotrophie spinale, une maladie héréditaire caractérisée par une atrophie des muscles. Il est conférencier, Marcel Nuss, et quand il arrive pour une conférence, il est allongé et il est assez impressionnant. Il a une grosse tête et un corps malingre. Et il se décrit ainsi, il a beaucoup d'humour, et il dit « Je suis un choc visuel ». Or, Marcel Nuss, c'est quelqu'un qui réussit sa vie d'homme. Il est auteur, conférencier, marié, divorcé, comme tout le monde. Son existence présente des satisfactions qui étaient loin d'être gagnées d'avance. Et cependant, Nuss est obligé de constater à regret que plus de 50 ans après, ma mère continue régulièrement à me dire qu'elle préférait quand même que je marche, tant cela reste inconcevable pour elle que son fils puisse être heureux dans cet état. Donc penser le handicap de façon appropriée implique un tel décentrement que même un proche peut passer à côté de la vie ressentie par la personne handicapée. Et Nuss d'insister, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour le lambda, être handicapé ne m'a jamais dérangé à proprement parler. Ce qui a été très longtemps inacceptable et insupportable pour moi, c'était les conséquences visiblement choquantes et pragmatiques du handicap, les dégénérescences et le poids, la souffrance et la contrainte supposée ou réelle qu'il faisait peser sur mes proches. Là, cette personne handicapée a plus de mal à vivre à cause de la souffrance possible des valides proches à son égard que de sa propre souffrance. Comme nous le dit Marcel Nuss, la vie vaut pour lui la peine d'être vécue. Être handicapé ne l'a jamais dérangé à proprement parler. Il faut aussi savoir entendre cela. Alexandre Jolien montrait déjà que d'une façon globale, les signes extérieurs du handicap sont liés pour la personne valide au malheur. Ce qu'on a dit, cette empathie égocentrée qui nous amène à penser nécessairement le handicap comme le manque. Jolien s'oppose à ce paralogisme et nous dit « J'ai longtemps cru que ces étiquettes étaient vraies, que l'équation handicapé égale malheureux est une loi établie, prouvée, incontestable. L'expérience quotidienne vient quelquefois délicieusement ruiner ces vérités établies. Le paralysé que tous prédisaient malheureux soutient le moral de qui le côtoie, cependant que l'élite intellectuelle, promise à une somptueuse carrière, sombre dans un mal-être sans mesure. Pourtant, il a tout pour être heureux. L'énoncé confine à l'ineptie. Le bonheur se confectionnerait-il comme une brioche ? Les signes extérieurs d'une réussite économique, sociale, esthétique ne nous diront jamais ce qu'il en est de l'intériorité d'un être. Vous avez bien des stars au corps magnifique, adulés par des millions de personnes à travers le monde, et puis qui finissent par se suicider. On se dit tout ça pour ça. La personne en situation de handicap au corps angoissant peut, paradoxalement, elle, vivre une existence qui lui donne du bonheur. Deuxième concept que j'ai développé, c'est celui des compensations inopportunes. Les professionnels qui travaillent dans le monde du handicap, les familles elles-mêmes, peuvent en venir à une forme de compassion qui les amène à vouloir retirer à la personne en situation de handicap un souci, un fardeau, une épreuve de la vie de tous les jours. Avec le raisonnement, c'est déjà difficile d'être handicapé, alors il ne va pas en plus, on ne va pas lui ajouter ce poids supplémentaire. Alors ce raisonnement est légitime pour un certain nombre de choses. Une personne bipolaire qui n'arrive pas à remplir ses documents administratifs, remplir ses impôts, etc. Bon, on peut être amené à l'aider. Mais cela peut virer à la faute humaine quand, sous prétexte d'alléger l'existence de l'autre, on lui retire
ce qui fait partie de la condition humaine et qui nous forge aussi dans la patience, l'effort et les échecs. Alors j'ai plusieurs exemples à ce propos, celui du deuil notamment, la question du deuil, l'épreuve du deuil que certaines âmes, entre guillemets, charitables, voudraient épargner à des personnes handicapées mentales ou psychiques. Exemple, cérémonie d'inhumation, où on se débrouille pour que la personne handicapée, plutôt mentale ici, ne soit pas présente, avec l'idée, bon, elle va perturber la cérémonie, elle ne comprendra rien, ça va être trop dur pour elle, et la vulnérabilité ici est prise comme prétexte pour supprimer une épreuve certes difficile. Le deuil n'est facile pour personne, par essence, mais on a ici une compensation. On compense par rapport à ton handicap, mais une compensation inopportune, c'est-à-dire placée au mauvais endroit. Parce que c'est un domaine où il ne devrait pas y avoir de passe-droit. La personne qui est ainsi récusée par rapport à un enterrement est rejetée de la condition humaine. Les compensations peuvent donner lieu à un comportement où l'on accepte de la personne handicapée ce que l'on accepterait de personne d'autre. Rudesse dans le langage, insultes, comportement agressif, sous prétexte de comprendre que la personne handicapée subit bien des rebuffades et a une certaine légitimité, aurait une certaine légitimité à être de mauvaise humeur, on en vient à ne plus la reprendre. Et c'est une nouvelle fois une manière de la rejeter hors de notre monde commun, tout en croyant être plein d'ouverture d'esprit. Voilà, ne pas oser reprendre une personne handicapée quand elle se comporte mal, c'est lui dire « tu ne fais pas réellement partie de notre monde, alors ce n'est pas grave ». Pour le cas de la vie sensuelle, de la sexualité, des aventures, même pour les adolescents, il y a le sous-entendu que le handicap étant une épreuve déjà immensément triste, il faudrait lui épargner les peines de cœur. On va tout faire pour éviter la souffrance de la personne en situation de handicap, le risque de la déconvenue amoureuse. Si la personne en situation de handicap a le droit d'essayer les rencontres, les sentiments, la sensualité, elle pourrait aussi bien que les autres, avoir le droit d'expérimenter la déception, la tristesse et la frustration, comme tout un chacun. Et là, encore une fois, ça fait partie des compensations inopportunes que de vouloir retirer à quelqu'un ces épreuves qui nous forgent tous en tant qu'êtres humains. Mais avec ce concept de compensation inopportune, bien évidemment, le dosage reste délicat face à tous les publics vulnérables, mais c'est ce qui fait le cœur de la vie et du travail des professionnels. Il ne faudrait pas, en effet, que l'on passe des compensations inopportunes au rejet systématique et paresseux de tout accueil spécifique des difficultés. La pleine conscience de ces paralogismes peut nous prémunir contre des décisions personnelles ou des jugements inappropriés, mais il reste que c'est à un niveau plus global, dans la vie politique, que le fait du handicap doit pouvoir intervenir. J'arrive donc à ma troisième partie, philosophie et politique du handicap, rendre possible une participation effective. Un concept important également pour appréhender le handicap dans son rapport à la société, c'est celui de liminalité, de la liminalité. Qu'est-ce que c'est que la liminalité ? La liminalité, c'est le fait d'être maintenu sur le seuil. Alors on doit à l'ethnologue français Van Gennep, Van Gennep, un ouvrage intitulé « Les rites de passage », publié en 1909, qui évoque la situation au cours d'un rite où la personne est isolée de la vie du groupe sans être rejetée définitivement. Donc là, on a cette idée d'être sur le seuil,
pendant une période particulière qui est celle du rite de passage. L'anthropologue britannique Victor Turner va prolonger ses travaux en travaillant beaucoup plus sur justement cette période particulière, l'aspect liminal, ce moment où le membre de la société n'est pas totalement extérieur, mais pas totalement intérieur non plus. Et ensuite, c'est le tour d'un autre anthropologue, Robert Murphy, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Alors Robert Murphy, c'est quelqu'un de très intéressant. Il était anthropologue très connu à l'université de Columbia dans les années 50-60. Il avait travaillé sur les tribus du Brésil, un petit peu comme un Lévi-Strauss, si vous voulez. Il avait donc publié de nombreux ouvrages, était très connu, etc. Et puis, au cours des années 70, une tumeur va se déclarer dans sa moelle épinière et il va devenir tétraplégique en une dizaine d'années. Donc incapable de retourner sur ses terrains de recherche ethnologique, incapable de retourner au Brésil. Et il s'est dit, je vais quand même continuer mon métier d'ethnologue, mais je vais étudier le changement du regard sur ce qui m'arrive. Donc il a étudié la tribu des valides et la manière dont on regarde une personne handicapée. Donc c'est très intéressant d'avoir un anthropologue qui a une méthodologie, une sensibilité et qui d'un seul coup l'utilise par rapport à sa propre vie. Et ça va donner le livre Vivre à corps perdu. Alors le titre fait un peu Paris Match, c'est la traduction en français, c'est The Body Silent en anglais, Vivre à corps perdu, mais il y a vraiment un livre extraordinaire. Et Robert Murphy va développer le concept de liminalité par rapport à la thématique du handicap, en nous disant que la personne en situation de handicap est maintenue sur le seuil de la société, elle n'est pas totalement extérieure, ce qui serait le cas d'une société barbare, une société comme la société nazie, hitlérienne, mais elle n'est jamais totalement à l'intérieur non plus. Il y a comme une paroi invisible qui empêche à chaque fois une vie dite normale. Et je cite Robert Murphy, « Les handicapés à long terme ne sont ni malades ni en bonne santé, ni mort, ni pleinement vivant, ni en dehors de la société, ni tout à fait à l'intérieur. La personne en situation de handicap est dans un entre-deux, dans les limbes de la cité. Et pour illustrer concrètement cette thématique de la liminalité, je suis tombé sur un texte assez intéressant, inattendu par rapport à notre sujet. C'est celui des conditions posées dans l'utilisation de son personnage par la société Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, pour les aficionados, c'est celui qui a créé le personnage de Tarzan. Le Tarzan du début du XXe siècle, 1912. C'est créé donc un comics au départ, une bande dessinée américaine avec Tarzan. Et la société qui gère les droits par rapport au personnage de Tarzan a fixé des exigences très précises pour tout professionnel, tout dessinateur, tout cinéaste qui voudrait utiliser le personnage de Tarzan. Et il est écrit dans cette liste d'exigences, Tarzan ne doit pas être représenté manquant de respect à Dieu, à ses attributs, à ses pouvoirs. Il ne doit pas être représenté insensible à la sainteté du mariage, de la religion ou du foyer. Il ne doit pas être représenté bafouant la loi ou l'ordre ou les institutions qui constituent l'American Way of Life. Il ne doit pas être insensible au bien-être des autres, en particulier des femmes et enfants. Mais ce qui nous intéresse ici par rapport au handicap, Tarzan doit apparaître fort, énergique, bien rasé, en très bonnes conditions physiques, ne pas être montré perdant la vie ou un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. En même temps, il est interdit de faire de Tarzan un héros égoïste, avide ou cruel, ou se moquant des déformations mentales ou physiques des autres.
Alors cette liste contractuelle, qui est obligatoire, toute personne qui veut... Alors je pense que maintenant c'est peut-être tombé dans le droit public de pouvoir dessiner Tarzan librement. Je ne sais pas si on doit continuer à suivre ces obligations, mais en tout cas cette liste contractuelle nous dit beaucoup des représentations puissantes qui peuvent œuvrer au sein d'une société. Tarzan, donc qui est un héros de rêve, doit apparaître en très bonnes conditions physiques. Il ne doit pas se moquer des déformations mentales ou psychiques ou physiques des autres. Alors on pourrait se dire, c'est très positif là, Monsieur Quentin, par rapport au handicap. Mais si on creuse plus avant, on se rend compte qu'il cautionne la situation de liminalité des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il est interdit de montrer le héros Tarzan perdant un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. Donc il faut être tolérant, avoir un regard compassionnel et surplombant par rapport au handicap, mais surtout ne pas faire pénétrer le handicap dans le monde des dits valides. Tarzan ne doit pas être contaminé par le handicap. Alors la bande dessinée décrite ici appartient à une époque assez ancienne, 1912, c'est quand même très vieux tout ça, et la bande dessinée américaine en particulier a beaucoup évolué, et de nombreux super-héros avec handicap ou héros avec handicap sont apparus depuis. Daredevil pour les Français, les anglo-saxons disent Daredevil, Daredevil qui est aveugle, le professeur Xavier dans X-Men qui est en fauteuil roulant, Iron Man qui a un problème de cœur. Dans la série Game of Thrones, le personnage qui était le plus charismatique, diraient les jeunes aujourd'hui, c'est Tyrion Lannister, c'est le nain. En 2015, il y a une nouvelle version de Mad Max, et Charlize Theron joue une héroïne véritable, une de celles qui gagne dans le film, et elle est amputée d'un bras. Donc on voit de plus en plus des films qui acceptent l'idée que le handicap puisse faire partie de l'existence. J'insiste maintenant sur un autre aspect qui est que le grand public se représente le handicap comme équivalent à la déficience. On pense bien souvent le handicap comme une déficience. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le handicap est en réalité un concept relatif. Quand vous avez une personne en fauteuil roulant qui arrive devant un bus, si c'est un bus à l'ancienne, ça va être compliqué de la faire rentrer dans le bus. On a donc une déficience et un handicap qui sont importants. En revanche, si vous avez la même scène, mais avec un bus moderne, avec comme un plancher surbaissé, la personne en fauteuil roulant rentre sans problème dans le bus. Eh bien, sa déficience est restée la même, mais son handicap a diminué. Ce qui montre bien que le handicap est un concept relatif et qu'il ne faut pas coller à la déficience le handicap. Alors, il y a un article qui a été écrit en 1977 par Bernard Mottez qui s'intitulait « À s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap ». Vous voyez le décalage entre le terme de déficience et le terme de handicap. Et dans cet article, Bernard Mottez proposait une définition du handicap qui était la suivante et qui pouvait sembler bien étrange en 1977, elle peut encore l'être aujourd'hui, mais les choses ont quand même changé. Mais Bernard Mottez disait, le handicap c'est quoi ? C'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience. Donc en 1977, il expliquait que le handicap, c'est pas la déficience, c'est les lieux et les rôles sociaux qui empêchent les individus de pouvoir participer à la société. Donc il ne se focalisait pas sur la déficience, mais sur un lieu physique qui est par exemple mal conçu. Si vous avez un bâtiment qui est très difficile d'accès, un bâtiment où l'acoustique est catastrophique, un bâtiment où les écritures n'ont pas, la mairie n'a pas fait travailler des experts sur la luminosité des affichages, par exemple, eh bien,
le handicap augmente si les lieux ne sont pas pensés et diminue si les lieux sont bien pensés. Donc on a encore cette idée de relativité du handicap. Mais cette focalisation sur l'accessibilité a donné lieu à la loi de 2005 en faveur du handicap, qui a changé beaucoup la donne. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut aussi se méfier d'un discours qui se contenterait de marteler l'exigence de l'accessibilité physique. Et je terminerai avec ce dernier concept que j'ai développé, qui est celui de l'accessibilité relationnelle. L'accessibilité relationnelle, si le handicap augmente ou diminue selon la manière dont il est techniquement entouré, cela est vrai aussi de l'attitude des hommes qui sont amenés à côtoyer des personnes en situation de handicap. Anne-Lise Chabert repérait ici un défaut français dans la pensée de l'accessibilité. Et elle disait « Contrairement à des pays comme l'Allemagne, nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne et que la technique pourvoit seule aux besoins. Cette image de l'accès est très réductrice dans la mesure où le jour où la technologie est défaillante, l'accès devient impossible. L'accès n'est pas qu'une affaire de porte large, de logo aménagé ou de plan incliné. C'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe. » Et elle me donnait cet exemple de la piscine. Anne-Lise Chabert aime beaucoup aller à la piscine et quand elle y va, c'est un bras articulé qui la descend dans le bassin. Ce bras articulé peut ne pas fonctionner et elle arrive à l'entrée de la piscine et on lui dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans la piscine parce que le bras articulé ne marche pas. Les maîtres nageurs, dit-elle, n'ont jamais accepté de m'asseoir au bord du bassin pour des raisons dites de sécurité, et ce, malgré mon petit gabarit. Le fauteuil de mise à l'eau donc est devenu le contraire de ce à quoi il l'amenait. C'est que vous avez une technique d'accessibilité qui est devenue un prétexte à ne pas avoir de rapport avec la personne handicapée. Anne-Lise Chabert est quelqu'un, encore une fois, qui est un peu fluet. Les maîtres nageurs qui sont plutôt côté Tarzan, plutôt bien bâtis, n'auraient aucune difficulté à porter Anne-Lise jusqu'au bassin. Alors vous me direz, bah oui, mais ils peuvent abîmer leur dos. Et c'est vrai que ce sont des problématiques que l'on a dans le médico-social, où devoir sans cesse se baisser, ça peut faire du mal à votre dos. Mais là, en l'occurrence, il y a une personne handicapée dans la journée qui vient à la piscine. C'est pas le fait de porter à ce moment-là Anne-Lise qui va poser un grand dommage aux maîtres nageurs. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus une technique dite inclusive qui est développée pour éviter aux professionnels le contact avec la personne handicapée et qui la conforte dans ce droit à ne pas avoir de contact. Et c'est pour cela que j'insiste sur l'idée d'accessibilité relationnelle. Lorsqu'une personne a un handicap, le fait de se comporter vis-à-vis d'elle en faisant un effort personnel peut faire diminuer son handicap. On a parlé du bus à plongée surbaissée qui fait diminuer le handicap alors que la déficience est là. Mais de la même façon, une personne par exemple qui a des difficultés d'élocution, si vous n'avez aucune patience et que vous passez outre, vous lui envoyez dans sa figure son handicap. Si vous faites un peu d'effort, Alexandre Jolien par exemple n'est pas toujours facile à comprendre, mais si on fait un petit peu d'effort, au bout d'un moment on commence à bien percevoir, à bien comprendre, et là, à ce moment-là, vous faites diminuer son handicap. Donc on est bien dans de l'accessibilité relationnelle, et la lutte pour une réduction du handicap, la lutte politique, doit aussi être une lutte relationnelle. Chacun d'entre nous a un impact possible par son attitude dans l'augmentation ou la diminution du handicap de l'autre.
J'en arrive à ma conclusion. Mon dernier livre porte donc le titre « Les invalidés », nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Pourquoi ce terme d'invalidé ? Alors, on connaît le terme d'invalide qui appartient à la langue française, bien que ayant une connotation un peu désuète. J'ai choisi le néologisme invalidé pour souligner que certains hommes subissent dans cette vie une forme d'invalidation. Cette invalidation peut venir de la société qui, par exemple, ne donne aux personnes en situation de handicap que des possibilités de participation limitées. L'expression « les invalidés » attire donc l'attention sur ce qu'on peut appeler le modèle social du handicap pour le distinguer d'une conception purement physiologique du handicap qui serait le modèle dit individuel ou modèle médical. Quand on est focalisé sur la déficience physique de l'individu, d'ailleurs, ça devient son problème à lui. En revanche, lorsqu'on est dans une évocation du modèle social, ce n'est pas son problème à lui, c'est le problème de l'équipement autour de lui qui peut ne pas être suffisant. Donc avec le modèle social, on considère que le handicap est une réalité relative, que la déficience de tel ou tel individu n'aura un impact que selon la manière dont la société est organisée. Soit la société investit pour une réelle accessibilité, c'était l'ambition de la loi de 2005, et le handicap se dissoudra relativement à travers une prise en compte intelligente. Soit la société est clairement validiste, c'est-à-dire qu'elle est organisée uniquement en fonction des personnes qui marchent bien sans difficulté et qui n'ont pas de problème au niveau de leurs 5 sens, et les personnes handicapées en seront très largement invalidées. La confrontation avec le handicap peut nous aider à sortir de nous-mêmes. J'appelle à démédicaliser la question du handicap. Ce n'est pas tant un problème physique, physiologique qu'un problème social, qu'un problème de regard, qu'un problème relationnel. Et je terminerai sur une petite anecdote. Il s'agit d'adultes qui ont fait une formation pour devenir guides d'aveugles dans les musées. Donc ça peut être étonnant. Eh bien, ils apprennent à décrire les grandes œuvres, les peintures des grands maîtres de l'histoire pour des personnes qui ne peuvent pas les voir. Et à la fin de la formation, il y a un des étudiants qui a dit « Oh ben c'est marrant, en travaillant avec des aveugles, j'ai appris à mieux voir. » Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.